Où en sont les inégalités femmes-hommes en Afrique? Pour en parler, nous sommes avec Bati Misika. Bonsoir. Vous êtes chef de la division des réseaux, des partenariats et de l'égalité femmes-hommes au Centre de développement de l'OCDE qui vient de sortir son rapport sur les discriminations entre les femmes et les hommes. Alors on va peut-être commencer par les bonnes nouvelles parce que tout n'est pas sombre en matière de discrimination. Il y a quand même quelques évolutions. Quelles sont-elles? Alors, tout à fait. D'abord, on voit des progrès au cours des 20 dernières années dans 3 domaines essentiellement. Tout d'abord, dans la participation politique des femmes, dans leur accès aux services financiers et enfin dans l'acceptation de la violence domestique. Donc tout d'abord, la participation politique des femmes est en net progrès. Oui. Là maintenant, en 2021, on a 25% de femmes parlementaires contre 8% en 2012. Donc une évolution très positive qui est notamment due aux quotas qui ont été mis en place. D'accord. Du côté de l'autonomisation économique, l'accès aux comptes bancaires est maintenant garanti dans presque tous les pays. Il y a seulement 3 exceptions. C'est-à-dire qu'une femme mariée peut ouvrir un compte bancaire tout comme son mari. Elle n'a pas besoin de demander la permission. Ah oui, ça c'est une évolution extraordinaire. Et enfin, sur la violence faite aux femmes, l'acceptation... C'est juste normal. Ça devrait juste être normal. Oui, mais malheureusement, ça n'était pas le cas. Et enfin, sur la violence faite aux femmes, l'acceptation de la violence par les femmes, c'est-à-dire ce qu'elles pensent qui est légitime, est en baisse, ce qui est aussi un progrès significatif. Alors, je rappelle que le rapport couvre 54 pays africains et il révèle des aspects cachés de l'inégalité femmes-hommes qui affectent de manière persistante la qualité de vie des femmes. Comme quoi, par exemple ? Alors, tout d'abord, si on revient un petit peu à la violence faite aux femmes, on a quand même sur le continent un tiers, donc 33% des femmes qui ont été victimes au cours de leur vie de violences domestiques ou sexuelles. Donc ça reste un problème majeur. Par ailleurs, l'acceptation par les femmes même de cette violence reste quand même élevée. Elle est en diminution, mais elle reste élevée. Ce qui veut dire que les femmes considèrent qu'il est légitime de se faire battre parce qu'elles ont brûlé le dîner, elles sont sorties sans demander la permission à leur mari, ou encore elles ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec leur mari. Du côté de l'excision, on voit aussi des chiffres assez inquiétants. Vous avez des pays comme le Mali ou la Sierra Leone où le taux d'incidence est de 85%. 85% des jeunes filles ont été excisées. Et vous avez encore peu de pays qui criminalisent véritablement ces pratiques. Donc dans 20 pays d'Afrique, vous n'avez pas de loi qui criminalise cette pratique. Et ça, c'est un véritable drame pour ces jeunes filles. Du côté de l'autonomisation économique, là aussi, l'image est assez contrastée. Par exemple, quand il s'agit de l'accès à la terre, vous savez, beaucoup de femmes, 45% environ, travaillent sur des terres agricoles, mais seulement 12% sont propriétaires de ces terres. Et pourquoi ? Le rapport montre que les lois souvent coutumières, le droit coutumier, favorise les fils au détriment des filles lorsqu'ils héritent de la terre, ce qui fait que les femmes se retrouvent démunies. Comment vous évaluez toutes ces inégalités ? Comment vous les mesurez ? Est-ce qu'il y a des... Alors on les mesure à travers 2 prismes, ce qui fait un petit peu l'originalité de cet outil. Tout d'abord par les lois discriminantes. Et nous regardons aussi bien les lois formelles que les lois tribales, mais aussi coutumières. Et enfin, par les attitudes, c'est-à-dire ce que les gens pensent qui est acceptable. C'est pour ça que vous pouvez avoir une loi, par exemple sur le mariage des jeunes filles, mais que la population, dans les zones notamment rurales, des communautés traditionnelles, pense qu'il est tout à fait acceptable pour une jeune fille d'être mariée à 14 ans. Et ce sont des normes sociales qui sont profondément enracinées, j'imagine. Il est dit aussi dans le rapport que c'est une question de justice, certes, mais aussi une question économique qui a un impact du coup sur le PIB. Comment vous l'expliquez ? Tout à fait. Lorsqu'il s'agit des inégalités femmes-hommes, vous avez une dimension bien sûr de droits humains, mais il s'agit d'un enjeu économique. Une jeune fille qui va être mariée à 14 ans va donc arrêter l'école, dans la plupart des cas. C'est donc sa force productive qui n'est plus à disposition du pays et elle ne pourra pas sans doute exercer une activité, en tout cas dans le secteur formel. Donc il s'agit d'un enjeu économique. Et c'est pour ça que cette période de relance post-Covid est vraiment importante. Il faut davantage de mesures en Afrique pour aider les femmes, pour les aider à acquérir davantage d'autonomisation. Et là, il s'agit de points de PIB. On a recensé à peu près 40%
de mesures politiques de relance sur le continent qui étaient favorables aux femmes. Ça reste très insuffisant parce qu'elles ont été touchées par la crise du Covid. Elles étaient dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de l'aide à la personne, et donc elles ont particulièrement souffert. Donc maintenant, c'est un enjeu économique. Et c'est en cela que vous appelez au gouvernement et aux communautés. Baptiste Missika, merci. Je rappelle